Merci, bonjour tout le monde. Je remercie Édouard pour cette invitation et aussi de m'avoir placé en fin d'après-midi pour déjà avoir évité le créneau de la sieste, donc déjà merci. Et puis aussi d'avoir pu bénéficier de toutes les présentations précédentes. Je remercie les auteurs précédents pour avoir introduit une bonne partie de ce que je vais dire. Donc, alors, non, ça a des inconvénients, c'est qu'il risque d'avoir des redites. Mais comme je pense qu'il y a beaucoup de professeurs dans la salle, vous savez que la redite ne nuit pas à la compréhension. Donc, allons-y. Alors, on a vu beaucoup d'aspects de l'océan, de son rôle dans le climat. Je vais revenir pour certains et voir comment on utilise ces besoins pour modéliser l'océan dans le but de comprendre et d'anticiper les variations du climat. Donc l'océanographie, la modélisation de l'océan peut avoir beaucoup d'applications. Moi, je vais me concentrer sur celle-ci. Donc, on l'a vu, l'océan est le gardien des équilibres du climat, puisqu'il y a des constantes de temps très longues. On parle de plusieurs centaines d'années jusqu'aux milliers d'années. Mais c'est aussi donc un acteur des variations lentes, comme ça a été bien montré par les exposés précédents. Et donc là, je donne 3 exemples. El Niño, on a entendu parler, je vais revenir dessus, expliquer qu'est-ce que c'est que ce phénomène qui fait vraiment appel à la mémoire de l'océan. Le cycle du carbone, je vais juste montrer cette image parce que Laurent Bopp, après, vous en parlera plus longuement. Et enfin, bien sûr, le réchauffement planétaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette variation lente de l'océan peut être une source de prévisibilité. Et là, on arrive tout de suite à des impacts sur la société, comment on peut utiliser cette connaissance pour prévoir à différentes échelles de temps, que ce soit la saison, le pluriannuel, le décennal, on a entendu parler, et bien sûr le séculaire, et au-delà, mais les échelles au-delà, je dirais, ne concernent plus beaucoup nous aujourd'hui. Alors, le plan de l'exposé que je vous propose, c'est de vous rappeler, puisque vous en avez déjà entendu parler dans les exposés précédents, le rôle de l'océan dans le climat, les grandes lignes. Ensuite, comment on modélise l'océan pour le climat et comment on utilise ces modèles du système Terre, donc qui sont l'assemblage de modèles d'océan, mais des autres composantes de l'atmosphère, pour réaliser des projections climatiques. Et je conclurai par un certain nombre d'enjeux que nous avons pour le futur. Alors, la machine climatique et le rôle de l'océan, en fait, la machine Terre, je vais la présenter comme une grosse machine thermodynamique qui a un certain nombre d'enveloppes, donc fluides, océan, atmosphère, qui échangent entre elles. Et comme ça a été déjà précisé plusieurs fois par Édouard et les autres intervenants, le forçage principal de cette machine, c'est le Soleil. Et la quantité de chaleur arrivant dans les tropiques ici étant supérieure à ce qui arrive aux plus hautes latitudes, il y a un différentiel de chauffage. Mais par contre, quand on s'intéresse à ce que la Terre réémet vers l'espace, qui est un rayonnement infrarouge, eh bien, on a cette fois-ci une température à peu près égale, bon, même si effectivement il fait un peu plus chaud, mais dans les tropiques comme latitude. Donc ce rayonnement infrarouge est à peu près égal partout. Donc on fait un bilan de chaleur de ce qui arrive en fonction de la latitude. On se rend compte qu'il y a un gain de chaleur du système climatique dans les basses latitudes et une perte aux plus hautes latitudes. Et l'ensemble, donc l'équilibre, va être cette partie de rayonnement infrarouge qui est réémis, et ça va être donc l'arrivée de la constante solaire. Donc globalement sur la planète, si on tient compte de l'albédo, il ne faut pas oublier de diviser par 4, certains se rappelleront des épisodes de ceux qui oubliaient de diviser par 4, il y a donc un équilibre entre ces deux. Donc, comment on équilibre cette gain ici et ce perte-là? Eh bien, comme ça a été déjà présenté par plusieurs intervenants, par le transport de chaleur méridien dans le système couplé sur l'atmosphère. Et donc ici, pour vous l'illustrer sans rentrer dans trop de détails, puisque ça a déjà été mentionné, en fait, l'océan, par ses grandes gyres, donc ici dans le Pacifique, ces grandes gyres, ces grands courants, va se charger de la partie du travail de transport de chaleur plutôt vers les basses latitudes, comme l'indiquait Herlé précédemment. Et l'atmosphère, lui, va prendre le relais aux plus hautes latitudes par le biais du train d'anticyclone et de dépression. On voit qu'une dépression va donc emmener de l'air chaud vers les pôles et ramener de l'air froid vers le sud, et l'anticyclone va faire la même chose, mais dans le sens anticyclonique, dans l'autre sens. Donc il y a un travail de relais entre l'océan et l'atmosphère pour faire ce travail. Alors cependant, l'océan, même s'ils travaillent ensemble, l'océan, on l'a vu, a des constantes de temps
très différents, mais il n'y a pas que les constantes de temps, puisque il y a un certain nombre de propriétés qui distinguent l'océan de l'atmosphère, ces deux fluides donc, qui participent à ce transport. L'atmosphère est un fluide rapide. Si vous voulez, dans le couple océan-atmosphère, l'atmosphère, c'est un peu le partenaire nerveux qui va avoir une mémoire de quelques jours à plusieurs semaines maximum, une dépression qui va commencer dans le nord du Canada, qui va arriver chez nous et va se perdre dans les steppes sibériennes, c'est quelques semaines. On l'a dit, Annie l'a rappelé, il a très peu de mémoire, il ne peut pas stocker de l'énergie, sa capacité calorifique est très faible, et aussi il est chauffé par le bas. Il est transparent, donc les rayonnements solaires essentiellement arrivent en surface, et donc ce chauffage va le déstabiliser, va faire de la convection atmosphérique, donc c'est un fluide très brassé, très mélangé. L'océan, lui, au contraire, on a vu qu'il est très lent, il a des constantes de temps beaucoup plus lentes, il a une inertie thermique très forte. Vous savez sans doute que les 2 premiers mètres et demi de l'océan contiennent autant de chaleur que les 70 km de la colonne atmosphérique qui la surplombe, donc vraiment le réservoir de chaleur du climat aux échelles de temps de l'ordre de plusieurs milliers d'années est là. Il est chauffé par le haut et il est opaque. Et ça, c'est 2 propriétés qui vont faire qu'il va pouvoir garder en son sein des masses d'eau et de la mémoire pendant très longtemps, qui ne vont pas être disponibles pour le reste du climat. Alors, ces 2 fluides échangent des propriétés physiques, donc ça va être le forçage du vent de l'atmosphère qui va entraîner les courants océaniques, mais aussi des échanges de chaleur et d'eau, et en retour, l'évaporation de l'océan fournit de l'atmosphère à l'humidité, et des échanges de chaleur aussi. Donc c'est 2 fluides qui sont couplés, mais qui ont vraiment des constantes de temps différentes. Alors, on a bien sûr vu, alors ça j'ai fait attention que ce diagramme, les branches rouges passent bien au-dessus du bleu, donc on pourrait suggérer celui-là pour les prochains rapports. Donc cette idée de tapis roulant, bon je ne vais pas revenir dessus puisqu'on en a parlé, mais peut-être donner un chiffre, hein, le fond des océans c'est 1 cm par seconde, donc c'est ce qui donne ces inerties très très lentes de cette boucle qui est évidemment bien plus compliquée. Je vais passer le nord de l'Atlantique, puisque Herlé nous en a parlé en détail, peut-être préciser effectivement que cette dérive d'eau chaude, cette dérive nord-atlantique qui apporte de l'eau chaude, cette chaleur qui est ensuite perdue ici à l'atmosphère, crée des eaux profondes qui repartent dans l'autre sens. Donc là, on a aussi un échange entre l'océan et l'atmosphère. Et donc ce Gulf Stream et cette dérive nord-atlantique ont un rôle sur le climat. Donc là on parle de climat, c'est-à-dire de moyenne, sur l'Europe. Vous voyez qu'à la même latitude, donc ici c'est une carte de température de surface de la mer, voici l'Europe. Vous voyez que les eaux qui baignent l'Europe sont beaucoup plus chaudes que celles qui baignent à la même latitude l'Amérique, et ça vient du fait de ce courant d'eau chaude qui arrive ici, des vents d'ouest dominants qui apportent cette chaleur perdue par l'océan à l'atmosphère et qui donne le climat doux qu'on a. Vous savez aussi que le climat océanique en Bretagne, il fait plus doux, il n'y a pas d'hiver rude, comparé à ce qui va se passer plus à l'est de la France. Alors, si on regarde un détail, un zoom sur le Gulf Stream, par exemple, on se rend compte que l'océan, on en a déjà parlé, c'est un véritable champ de tourbillons. En fait, ces grandes flèches et grands courants, ce n'est que la moyenne de champs de tourbillons. Vous voyez ici un certain nombre de ces tourbillons, donc ça c'est une image satellite. Alors, l'autre façon par laquelle l'océan peut avoir une influence en Europe, c'est ce dont a parlé déjà Herlé, qui est l'oscillation nord-atlantique, qui a ces 2 phases. Donc il a bien expliqué entre une phase où on va avoir plutôt plus de précipitations dans le nord de l'Europe et d'autres plutôt plus de précipitations dans le sud de l'Europe, avec des variations de cet indice où on passe d'une NAO positive à une NAO négative. Vous voyez ici depuis 1840, hein, il y a des variations. Et là, ce qui est intéressant, c'est que donc ces 2 situations, alors Herlé vous a parlé de comment ces 2 situations allaient modifier l'absorption de l'océan, l'absorption de chaleur par l'océan, la création de ces eaux profondes, mais dans l'autre sens, les températures de surface de la mer, et en particulier subtropicales, vont avoir une influence sur l'occurrence de ces régimes. Hein, certaines configurations de température vont plutôt donner une NO+, une autre NO-, et ça, donc, ça va modifier les conditions météorologiques, cette fois-ci en Europe. On ne parle plus de climat, mais de météorologie. Donc l'océan, même s'il y a des actions, des mouvements lents, va pouvoir influencer durablement des hivers en Europe. Alors maintenant, je passe à un autre exemple d'impact de l'océan, qui est le Niño. Donc ici, c'est une carte de couleur de la mer, donc qui cherche une autre vision de ce qu'a montré Jean-Pierre Gattuso ce matin, où en fait, on voit une augmentation ici
si on imagine que c'est un proxy pour de la température, une augmentation de température dans l'est du Pacifique. Donc c'est des événements, on a ce réchauffement dans l'est du Pacifique qui arrive tous les 2 à 7 ans. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette anomalie qui est en fait une des principales anomalies climatiques interannuelles, donc de l'échelle de 2 à 7 ans, donc c'est le résultat d'une oscillation couplée entre l'océan et l'atmosphère. Ici, vous avez l'océan Pacifique tropical, avec l'Australie ici et l'Amérique centrale. La température surface de la mer en couleur, et ici les vents. Donc ce qu'on a, c'est la piscine d'eau chaude indonésienne qui est ici, et des alizés qui poussent en fait toutes les eaux chaudes de la bande tropicale, avec cette chaleur, les poussent vers l'ouest. Cette différence de température crée une différence de pression dans l'atmosphère et donc entraîne des alizés. Donc on a un système couplé qui s'auto-entretient pour avoir d'ici donc des eaux froides, et ces eaux qui sont emmenées vers l'ouest sont remplacées par des eaux froides, donc on a une remontée d'eau froide en profondeur. Vous avez cette zone qu'on appelle la thermocline qui sépare les eaux chaudes des eaux froides qui remonte à l'est. Donc ça, c'est la boucle dans l'océan. Et dans l'atmosphère, il y a des zones convectives au-dessus de cette piscine d'eau chaude. Vous savez qu'au-dessus de l'Indonésie, il pleut des pluies diluviennes, il y a une température surface de la mer à 30 degrés, donc un énorme moteur thermodynamique pour l'atmosphère, et qui va créer cette boucle qu'on appelle la circulation de Walker, avec une partie qui redescend ici. Donc on a un système couplé, et certaines années, ce système se dérègle. Alors, comment il démarre? Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais imaginons qu'il y ait une anomalie de température qui arrive ici, on va diminuer du coup la différence de température entre l'est et l'ouest, du coup les alizés vont s'affaiblir, on va remonter moins d'eau froide, et le système s'emballe, et on arrive dans ce qu'on appelle des conditions El Niño. On voit que les eaux chaudes de l'ouest reviennent vers l'est, la thermocline s'aplatit, et la convection se déplace vers le centre du bassin. Donc on a à la fois un couplage dynamique entre donc, les vents et les courants, et un couplage thermodynamique, c'est-à-dire des échanges de chaleur qui vont être modifiés entre l'océan et l'atmosphère. Et donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors maintenant, si on calcule un indice de température ici dans l'est du Pacifique, et on regarde donc depuis ici on est en 1960 jusqu'à 2005, on voit qu'on a des anomalies. Alors quand on est ici en positif, on a un El Niño. Alors l'origine du mot El Niño, là, ça veut dire petit garçon en espagnol, et en fait c'est l'enfant Jésus, puisque les années El Niño, c'est des années où il n'y a pas de pêche, c'est un courant chaud qui arrive sur les côtes du Pérou. Certaines années le courant restait, donc les pêcheurs péruviens ont appelé ce courant El Niño, qui est devenu en fait une anomalie de grande échelle. Il y a certaines années où c'est le contraire, où les conditions normales sont un peu plus normales que d'habitude, on a des alizés plus forts, une remontée plus froide, plus forte, et donc on a des anomalies froides, et c'est ce qu'on appelle la Niña. Donc on a le système qui oscille entre ces deux états. Alors pourquoi on s'intéresse à ce phénomène? Parce qu'il a des impacts assez forts. Donc déjà, on l'a vu sur ce que montrait Annie sur le niveau de la mer, ça a des impacts sur une quantité très, très importante de phénomènes climatiques sur toute la planète, à travers ce qu'on appelle des téléconnexions. Ça veut dire que les anomalies de température qui ont lieu ici vont être transmises à d'autres parties de l'atmosphère par des ponts soit atmosphériques, soit océaniques. Et donc ça va donner à des sécheresses, par exemple ici, ou des inondations. Quand on est en phénomène La Niña, vous vous souvenez peut-être des inondations diluviennes qu'il y a eu en Australie il y a quelques mois, qui étaient liées au phénomène La Niña. Évidemment, des impacts sur la pêche, sur l'occurrence des ouragans dans certaines régions du Pacifique. Donc sa prévision va être absolument clé. La compréhension de ces mécanismes est nécessaire à sa prévision. Mesure observer l'océan, Herlé vous en a parlé. Moi, juste dire que c'est évidemment une entreprise titanesque qui a besoin d'une coordination internationale, des campagnes en mer, des bouées fixes et dérivantes. Ici, vous voyez un réseau temps réel de bouées fixes dans le Pacifique pour surveiller El Niño. On a ça maintenant, on a accès en temps réel à ce qui se passe dans le Pacifique. Et bien sûr les satellites. Mais ce que je voudrais surtout mentionner ici, puisqu'on a beaucoup parlé des observations, c'est la quantité d'observations disponibles. Et comme on l'a rappelé, il n'y en a pas beaucoup. Donc ici, vous voyez, depuis l'année 1800 jusqu'à l'année 2000, le pourcentage de surface de l'océan, de la surface de l'océan, le pourcentage qui est observé. Et on voit qu'au sommet, donc là on arrive aux années 70 avec le début de l'ère des satellites, on arrive à que 50%. Alors on peut dire 50% c'est énorme, mais c'est quand même que 50% de la surface de l'océan qui est observée. Vous avez ici le nombre d'observations de température dans les années 70. Et évidemment, c'est principalement l'hémisphère nord qu'on observe bien, puisque c'est là où on habite, c'est là où c'est plus facile d'envoyer des bateaux. L'océan austral, lui, étant très peu échantillonné, donc un problème d'échantillonnage spatial.
Même chose ici, même en se plaçant dans la décennie 2000, sur les opérations de salinité dans l'océan Indien, vous voyez que le nombre d'observations par mois reste très faible dans des régions qui ont un rôle climatique important. Les satellites ont été une révolution pour l'océanographie, on l'a dit plusieurs fois, mais ils ne voient pas sous la surface. On a vraiment besoin de savoir ce qui se passe sous la surface, et ils ne mesurent que quelques grandeurs. C'est une des raisons pour laquelle on a besoin de simulateurs d'océan pour étudier les mécanismes, mais aussi reconstruire, on a parlé de réanalyse, reconstruire cette circulation de l'océan en 3 dimensions. Donc, quels sont les enjeux de la modélisation de l'océan pour le climat? Donc, je vais d'abord vous montrer une petite animation qu'on a fait à l'IPSL qui illustre ce phénomène, et je reviendrai plus en détail après dessus. Donc, première chose, on va... voilà, ça marche. Donc, ce qu'on va faire, on va découper la Terre en petits cubes, en grilles. Alors, cubes d'abord horizontalement, puis sur la verticale. Donc, ici, on est dans l'atmosphère, on va voir qu'on fait la même chose dans l'océan. Et on va voir ces espèces de maillages, de grilles numériques. On va faire la même chose pour les continents et pour l'océan. Et évidemment, c'est des mailles assez lâches, quelques centaines de kilomètres. Donc, il va falloir représenter les processus de fine échelle à l'intérieur de ces mailles. Donc, par exemple, dans l'atmosphère, ça va être les nuages, qui ont des échelles de quelques kilomètres, alors qu'on va avoir une maille de plusieurs centaines de kilomètres. Ça va être aussi les surfaces continentales, donc de représenter le relief, ici, de représenter la végétation, les cultures, le cycle de l'eau, donc on a vu avec les rivières, l'évaporation sur les océans, le retour vers l'atmosphère. Donc tout ça, il faut représenter tous ces processus de fine échelle très hétérogènes. Et le retour vers l'océan, par exemple, qui va modifier la salinité, bien sûr les activités humaines, ça on y reviendra. Ensuite, on fait la même chose dans l'océan. Donc cette fois-ci, on va aussi étendre la grille en profondeur dans l'océan pour modéliser les courants, que ce soit des courants, donc les courants froids en surface, froids en profondeur, chauds en surface, mais aussi la turbulence dans l'océan, qui est absolument essentielle. On a vu le rôle des tourbillons. Et aussi, et ça c'est Laurent Bob qui vous en parlera après, la biologie, tous les phénomènes d'échange de biologie, de chimie, qui vont participer et interagir avec la physique pour piéger du carbone ou modifier la température et la salinité. Donc ensuite, cette Terre numérique est découpée en petits morceaux, on a vu, et envoyée sur des supercalculateurs qui nous permettent donc de faire, comme on dit, tourner ces modèles sur plusieurs centaines d'années. Donc vous voyez, on envoie tout ça dans l'ordinateur, on obtient le résultat. Alors, donc ça c'était une jeune animation. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on s'appuie sur des lois physiques connues depuis déjà un certain temps. Donc, par exemple, la conservation du moment, ici, qui sont les équations de Navier-Stokes, pour ceux qui connaissent ça. Donc, on va écrire la conservation du moment sous une forme d'équation. Ensuite, on va faire un certain nombre d'hypothèses liées, qu'on appelle des hypothèses géophysiques. Donc, ça va être l'équilibre hydrostatique, considérer qu'en fait, les variations de pression sont essentiellement dues à l'équilibre de gravité. On va considérer le fluide incompressible. On va écrire des équations de conservation de la température et de la salinité. Donc ici, on va écrire que la variation de température va être liée à une part, donc l'advection de température par les courants, une partie qui va être liée à la turbulence, donc à la dissipation de la température, et une partie qui va être liée au forçage, donc par exemple le flux à l'interface air-mer qui arrive, ou même aussi le flux géothermal au fond des océans, qui est petit mais qui joue un rôle. Même chose pour la salinité, où cette fois-ci le forçage va être le bilan entre l'évaporation et la précipitation, donc qui va modifier la salinité en surface. Et on a une équation d'état qui relie la densité de l'eau de mer à la température, la salinité et la pression. Et cet ensemble forme ce qu'on appelle des équations primitives, avec lesquelles qu'on va ensuite discrétiser sur un modèle. Alors dans ces équations, là je vous parle un peu du jargon qu'on utilise en modélisation. On vous entendrait peut-être parler de dynamique et de physique. Qu'est-ce que ça veut dire? La dynamique, en fait, ça va être l'ensemble des processus adiabatiques ou invisibles, ceux qui sont thermodynamiquement réversibles. On va revenir à la situation antérieure. Donc c'est ce que vous avez, les parts que vous avez en bleu ici dans les équations de conservation. Et la physique, au contraire, c'est les processus diabatiques, par exemple le mélange turbulent, qui sont essentiellement ces différents termes, qui vont venir comme puits et source dans le système. Alors, la deuxième phase, c'est donc la discrétisation des équations, puisqu'on représente ces équations par petites boîtes successives, et on va la représenter sur une grille spatiale numérique, on a vu, donc dans chacune de ces grilles, on va avoir un point de température et des points vitesse, et les équations vont nous dire comment la température de cette maille-là
interagit avec celle d'après, comment le courant va transporter et changer des valeurs entre les deux. Et donc il y a un pas de temps. À chaque pas de temps, on va faire avancer les équations un petit peu. Et ce pas de temps dans l'océan va être par exemple d'une heure ou d'une heure et demie, et dans l'atmosphère, disons, d'un quart d'heure à une demi-heure. Donc vous voyez tout de suite le défi qu'on va avoir. On parle là de climat, donc de simulation de dizaines, voire de centaines, voire de milliers d'années, et on avance quart d'heure par quart d'heure ou heure par heure. Donc c'est un véritable défi, c'est une demande de calcul gigantesque. Il va falloir aussi bien sûr modéliser les processus d'échelle sous-maille, donc ce que je disais tout à l'heure, la turbulence, les effets de bathymétrie, et on va avoir des contraintes numériques, des contraintes de stabilité. Votre pas de temps, il ne faut pas qu'il emmène plus vite vos propriétés ici que la taille de la maille. Si vous allez 2 mailles plus loin, le modèle ne va pas être d'accord, il va dire j'arrête, donc ça limite le pas de temps. On va filtrer un certain nombre de propriétés physiques qui sont trop rapides pour ce qui nous intéresse au niveau climat. Il va falloir gérer des points singuliers. Par exemple, dans le domaine de calcul, il y a le pôle Nord, qui est au milieu de l'Arctique. C'est un point singulier numérique, donc on va trouver des techniques pour déplacer ici les pôles sur les continents en traçant des ellipses plutôt que des cercles. Donc il y a vraiment tout un art des mathématiques appliquées pour la modélisation de l'océan. Et, très important, la conservation des propriétés physiques. On ne doit pas utiliser les mêmes schémas numériques que dans d'autres utilisations des équations de Navier-Stokes parce qu'on a besoin, sur 100 ans, de parfaitement conserver l'énergie ou d'autres propriétés. Alors, un exemple de modèle, c'est le modèle NEMO. Alors, NEMO, c'est pas le petit poisson dont Édouard parlait tout à l'heure. C'est un acronyme pour The Nucleus for European Modeling of the Ocean. Donc, c'est l'ancêtre de ce modèle est appelé OPA, qui est un modèle qui a été développé ici dans la communauté en France, au l'Océan et à l'IPSL. Et maintenant, c'est devenu un consortium européen avec, vous voyez ici, un certain nombre de groupes, donc avec le groupe de Mercator Océan à Toulouse, le Met Office en Angleterre, le NERC en Angleterre et l'INGV en Italie. Donc, ce modèle, qui est un modèle global, ce qu'on appelle le modèle de circulation générale, donc vous avez entendu parler en acronyme MCG ou GCM, que vous verrez peut-être aussi en anglais, General Circulation Model. Donc, c'est ces modèles globaux qui utilisent des équations primitives. Il y a d'autres modèles, types de modèles d'océan, plus simplifiés, mais c'est ceux que je vais vous présenter ici pour l'étude de l'océan. Donc, on a vu qu'on pouvait faire de nombreuses études de l'océan avec ces modèles. On va pouvoir interpréter les données, comparer aux données. On va pouvoir étudier le climat et ses variations, alors à la fois dans le passé, au niveau des échelles de temps paléoclimatiques, le présent, c'est de reproduire la période observée qu'on a, et le futur, bien sûr, avec les scénarios climatiques. On va pouvoir aussi faire de la prévision océanique, et je vais vous l'illustrer. Les réanalyses océaniques, on en a parlé, qui est une espèce d'interpolation des données observées là où on n'en a pas de données, on peut le présenter comme ça. Et bien sûr aussi des configurations régionales idéalisées pour comprendre des phénomènes plus particuliers ou le comportement du modèle dans d'autres cas que le cas de la Terre. Alors, voici ici un exemple de prévision océanique réalisé en routine par le groupe de Mercator Océan, donc à Toulouse. Ici, vous avez la température de surface de la mer, donc dans une grille à 12e de degré, donc entre 10 et 6 km, 5 km de résolution. Donc, on retrouve un certain nombre, je ne sais pas si on voit très bien, de tourbillons ici. Et si on l'anime, on voit qu'on commence à reproduire un certain nombre de circulations qu'on voit dans l'océan réel. Et donc ça, c'est quand même une nouveauté depuis quelques années d'avoir ces modèles qui peuvent reproduire le détail de ce qu'on voit. Je vous rappelle ici l'observation satellite tout à l'heure. Donc on commence maintenant à pouvoir reproduire ce genre de circulation. Et on parlait tout à l'heure de la circulation thermohaline. Est-ce qu'elle est moyenne ou est-ce que c'est tourbillon? Avec un modèle comme ça, donc, qui est un champ de tourbillon, quand on calcule les courants moyens, on retrouve la circulation telle que Stommel l'avait induite. Donc en fait, les deux marchent ensemble. C'est ce qu'on disait. Et voici ici un exemple, donc la prévision de température surface de la mer pour les 10 jours qui viennent, donc qui a été faite il y a 2 jours sur donc une partie de l'Atlantique Nord-Est. Ici, vous reconnaissez donc la Bretagne, la France, le golfe de Gascogne, les différentes îles de l'Atlantique. Donc maintenant, c'est un produit opérationnel qui est fourni avec un nombre d'applications grandissant. Alors l'étude du climat, lui, va se faire en couplant ce modèle d'océan avec un modèle d'atmosphère, en reprenant ces échanges dont je vous parlais tout à l'heure, avec l'atmosphère qui va fournir vent, chaleur et eau à l'océan, et l'océan qui va en retour fournir chaleur et eau. Alors, vous avez ici donc le modèle d'océan, le modèle d'atmosphère. Un modèle du système Terre va être encore plus vaste. On va rajouter aussi les continents, puisqu'il faut représenter ce qui se passe sur les surfaces continentales, l'évolution de la végétation, qui va avoir un impact sur, par exemple, l'écoulement d'eau des rivières vers l'océan, donc le changement de salinité.
Donc ça, c'est la partie physique, mais aussi on a la partie du cycle du carbone, et ça Laurent en parlera après, la partie de la chimie, par exemple toute la chimie atmosphérique. Donc très vite, quand on assemble ces composantes, on arrive à un modèle du système Terre qui est d'une complexité faramineuse. Alors, à quoi on utilise ces modèles couplés? Tout d'abord, la modélisation d'El Niño. Ici, vous avez un exemple donc, de la structure spatiale de la représentation d'El Niño dans plusieurs modèles. Voici ici ce que donnent les observations. Donc ici, vous avez un écart type de la température de surface de la mer dans le Pacifique tropical. Donc on voit que c'est dans ces régions ici qu'on a le maximum de variabilité interannuelle. Et voici ce que reproduisent un certain nombre de modèles. Alors on voit qu'il y en arrive plus ou moins bien que d'autres qui ont trop de variabilité, certains pas assez, d'autres qui en ont trop dans des régions. Donc ces modèles, on les évalue. Ici, vous avez l'ensemble des modèles sur lesquels s'est appuyé le dernier rapport du GIEC. Et si on fait la moyenne de cette valeur ici, dans cette région ici, voilà ce que ça donne ici. Les observations sont là. On voit qu'il y a des modèles qui n'ont pas de représentation d'El Niño et d'autres qui ont 2 fois la valeur, par contre, et une grande majorité de modèles qui donnent une variabilité à peu près correcte. Donc on va utiliser ces modèles pour comprendre les mécanismes El Niño, les valider et aussi tenter de faire de la prévision d'El Niño. Alors là, je vous donne un exemple de travaux récents qu'on a fait dans notre équipe, où on a regardé l'impact de la convection, de la représentation donc des nuages, de la convection dans l'atmosphère sur El Niño. On a vu que c'est un phénomène couplé, donc les représentations à la fois de l'atmosphère et de l'océan sont importantes pour le phénomène. Donc je reprends cette carte ici. Voici ce que le modèle reproduit avec un certain schéma de convection atmosphérique, de représentation de ces mouvements d'ascendance qui sont essentiels, que je décrivais à l'ouest du Pacifique. Et voici la même chose avec un autre schéma. Et on se rend compte que dans celui-là, El Niño, ou ENSO, a disparu. Et donc, on a essayé de comprendre pourquoi, en particulier, de voir comment les rétroactions de l'atmosphère, ou la réponse de l'atmosphère des anomalies de SST changeaient entre ces 2 modèles-là. Donc, en faisant une analyse de ces rétroactions, alors ça, c'est la rétroaction de Bjerknes, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure avec les alizés qui sont liés au gradient de température. Et si on modifie ce gradient, les alizés vont changer et eux-mêmes modifier la différence de température. Donc, c'est mesuré par ce paramètre ici. Et ça, c'est le paramètre d'amortissement de l'atmosphère, ce que je disais aussi tout à l'heure, plutôt dans l'est du Pacifique, où les flux de chaleur vont limiter la croissance des anomalies. Donc voici les valeurs qu'on a dans les observations. 10 ici, les unités sont là, vous ne les voyez pas. Et ici, moins 20. Alors ça, c'est une rétroaction positive, ça va encourager l'événement à se développer. Et ça, c'est une rétroaction négative, ça va au contraire l'empêcher de se développer. Et donc voici ici l'amplitude d'El Niño reproduite par les 2 modèles dont je parlais tout à l'heure. Donc celui-là, on voyait que c'était pas mal, mais en fait, quand on regarde, on se rend compte qu'on a pas assez d'amplification, mais aussi pas assez d'amortissement. Donc on a une compensation d'erreur entre les 2 qui nous donne une bonne valeur d'El Niño. Alors que quand on va voir dans ce modèle-là, on se rend compte que l'amortissement, lui, il est pas mal, il est proche des ops. Par contre, l'amplificateur est resté faible, donc on amortit trop le phénomène. D'accord ? Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est important, quand on fait une évaluation des modèles, non seulement de la faire au niveau statistique, de regarder ces écarts types, mais aussi de la regarder au niveau des mécanismes, qu'on représente bien l'ensemble des mécanismes à l'origine de ce phénomène. Alors, la prévision d'El Niño, eh bien, on va prendre ces modèles couplés, océan-atmosphère, on va les initialiser l'océan et l'atmosphère, pour réaliser des projections. Donc, vous avez ici... donc ça doit être le mois de mai 2011. Donc ça, c'est une prévision d'El Niño, enfin de l'évolution de la SST dans le Pacifique tropical qui a été faite au 1er mai 2011 par le centre de prévision à moyen terme européen qui est à Reading, en Angleterre. Donc on voit qu'on a un ensemble de simulations. On sort d'un événement La Niña, ce dont on parlait tout à l'heure, qui a été responsable des inondations en Australie. Et vous voyez que donc la moyenne de cet ensemble de simulations donne un retour à la normale. Aujourd'hui, on ne prévoit pas pour l'hiver prochain, puisque le maximum de ces événements, c'est en hiver, on ne prévoit pas d'El Niño La Niña. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un qui peut arriver. On a des limites dans ce qu'on peut faire au niveau prévisibilité. L'autre élément là-dessus, c'est la notion d'ensemble. Vous voyez qu'on n'a pas fait une simulation, on en a fait 50 pour échantillonner la part chaotique de l'atmosphère, pour différencier ce qui est vraiment un signal de ce qui pourrait être juste du bruit atmosphérique. Donc ça, c'est une notion assez importante qu'on va avoir besoin pour asseoir la robustesse des signaux, de faire ces simulations d'ensemble dès qu'on initialise le système à un instant T. Alors ça, c'est pour un modèle, mais aussi ces prévisions se font en multimodèle, qui est un autre type
d'ensemble, où cette fois-ci, chaque modèle a des inconvénients, des avantages, va être plutôt bon d'un côté, plutôt moins bon de l'autre. Donc on prend un ensemble de modèles, et vous voyez aussi que l'ensemble de modèles ici ne donne pas de tendance claire, donc un retour à la normale pour les mois qui viennent. Alors voilà, donc ça c'était pour la prévision d'El Niño. Maintenant, un autre défi des modèles d'océan et de climat, c'est ce qu'on appelle la résolution des modèles. Alors je vous disais, la taille de maille, elle est de 120 km. Évidemment, on a envie de la réduire pour mieux représenter les processus de plus fine échelle. Mais si on la réduit, le temps de calcul explose. Donc il va falloir trouver un compromis. Et là, une évolution entre les différentes périodes, donc rapport du GIEC, donc qui donne un peu des échéanciers dans la communauté d'évaluation en instant. C'est une photo à un instant donné de où en est la simulation du climat. Donc voici ici le type de maille. On avait des mailles de 500 km donc, à cette époque qui était dans les début des années 80. Le dernier rapport, on était à 100 km. Vous voyez qu'on va représenter beaucoup mieux le relief. Donc quand il va s'agir de comprendre les impacts régionaux du changement climatique, les événements extrêmes, pluie, tempêtes, cyclones, ou les impacts sur l'écosystème, on va avoir besoin de cette résolution accrue. Mais on ne pourra pas forcément avoir cette résolution sur toute la sphère. Donc on va utiliser des techniques, ce qu'on appelle de régionalisation, où cette fois-ci, on va avoir une grille plus fine qui est à l'intérieur d'une grille moins fine, une grille plus lâche, et modéliser les échanges entre ces deux grilles. Par exemple, ici, on va s'intéresser à cette région de Poiling, qui est une région de pêche très importante au large des côtes du Pérou, pour mieux représenter les processus. Alors la question, c'est quel degré de détail il faut pour le climat. Et ça, c'est encore un vrai débat. Vous avez ici les courants océaniques, donc les courants des aiguilles, dont Edouard et Herlé nous ont déjà parlé, représentés dans deux modèles d'océan à deux résolutions différentes. Ici, vous avez 150 km de résolution, et ici, vous avez 6 km, donc c'est toujours ce modèle Mercator-Océan au 12e de degré. Donc, et cette région clé dans le transport de chaleur global, est-ce qu'on va représenter le même climat avec ce genre de représentation, qui est grossière, mais qui va permettre de faire des centaines d'années de simulation à cette résolution, de celle-ci, qui est beaucoup plus précise. On voit vraiment le détail des tourbillons, comment ce transport de chaleur va se faire dans le détail, mais évidemment, là, on ne pourra faire que 10 ans, 50 ans de simulation sur les supercalculateurs les plus puissants. Donc, en fait, on a besoin de ces deux types de résolution pour travailler ensemble, pour regarder comment se calculer, comment ce transport de chaleur se fait ici, pour pouvoir mieux le représenter dans ces modèles qu'on gardera de toute façon pour des longues simulations. Alors, la question qui vient après, c'est bien sûr la validation de ces modèles d'océan. C'est des modèles qui sont construits avec la meilleure connaissance qu'on a de la physique et ce qu'on peut faire au niveau numérique, ce que nous permettent les supercalculateurs. Donc il est essentiel de les valider pour pouvoir les utiliser pour des exercices de prévision ou de projection. Donc voici ici une section, une moyenne zonale, profondeur, latitude dans l'océan, observée, et la différence d'un certain nombre de modèles d'océan à cette température. Et donc, en regardant, en comparant ces différents modèles qui sont dans les mêmes conditions expérimentales, donc une intercomparaison, on va pouvoir voir les modèles qui marchent mieux. Alors, là, je vais faire un peu de cocorico. Voici le modèle qui a le moins d'erreurs, c'est le modèle NEMO, donc développé, qui est maintenant un modèle européen, mais qui est issu de la communauté ici. Mais comme je vous l'ai montré, ça peut être bon en moyenne pour des sortes de compensation d'erreurs, donc ça ne suffit pas de s'attarder à juste une moyenne. Voici ici la circulation thermohaline dans l'Atlantique Nord, dont ont déjà parlé Herlé et Edouard, représentée aussi dans ces différents modèles. Et on voit encore des différences assez importantes dans la représentation qu'on va tâcher de comprendre et de comparer entre elles. Évidemment, ici, vous voyez qu'il y a une grosse différence entre ces deux images. Là, il y a des observations, mais comme le disait Herlé, là, on n'en a pas. Donc, quand on n'a pas d'observation, ça devient beaucoup plus difficile d'essayer de calibrer un modèle. Alors, pour résumer, les défis de la modélisation de l'océan et le climat, je crois le principal qu'on a et qui va rester, même avec l'augmentation de la résolution des modèles et la puissance des supercalculateurs, c'est la représentation des processus sous maille, que ce soit les nuages ou la turbulence. Par exemple, de nombreuses études ont montré que la représentation des nuages, en particulier des nuages subtropicaux, les nuages bas, sont une des principales sources d'incertitude dans les modèles de climat. Donc là, il y a vraiment un travail énorme qui va de l'observation in situ de la nucléation des gouttes d'eau dans les nuages jusqu'à la rétroaction des nuages dans le climat, avec toute la chaîne intermédiaire, pour avancer.
Bien sûr, la validation par les observations, il est essentiel, comme je le disais, d'avoir une validation globale des grands bilans énergétiques globaux de l'atmosphère, mais aussi le détail des processus et pour avoir les bonnes réponses pour les bonnes raisons. Évidemment, ça rejoint ce que disaient déjà plusieurs intervenants, la disponibilité des observations est un véritable problème, surtout qu'on va essayer de s'intéresser à des échelles de temps de variabilité, par exemple décennales, où là, les observations fiables, on a quelques décennies et c'est tout. Et ça va être une vraie limitation. Et évidemment, bien sûr, les couplages pluridisciplinaires, où on va augmenter la complexité, en même temps se rapprocher du système tel qu'il est. Donc, on est... Aujourd'hui, je pense, on a déjà eu un certain nombre de révolutions, mais à l'aube d'une révolution sur ce qu'on va pouvoir faire grâce au supercalculateur, même s'il y aura toujours des compromis à faire. Ici, vous avez une photo du Earth Simulator, en fait c'est le 2, qui est un calculateur qui fait la taille de plusieurs terrains de tennis au Japon, donc qui est aujourd'hui un des calculateurs les plus puissants. C'est pas le plus puissant. Je crois que le plus puissant est maintenant installé en Chine. Et donc, il faut faire des compromis entre augmenter la résolution, augmenter la complexité, augmenter la durée ou le nombre d'ensembles, et, je n'ai pas parlé, enfin brièvement, assimiler les données pour initialiser les modèles. Donc ce triangle, il va se déplacer dans différents sens, mais on ne pourra pas faire ce qu'on veut, faire des choix. Alors, j'en arrive à la troisième partie, qui est le changement climatique, et que je vais décliner de deux façons. Tout d'abord, la détection-attribution, on en a déjà un petit peu parlé. Comment est-ce qu'on détecte et comment est-ce qu'on peut attribuer un changement climatique d'un climat qu'on a vu à des variations importantes, et ensuite comment on réalise des projections. Alors, commençons de façon très locale par l'histoire des températures à Paris depuis 1890, que vous voyez ici. Donc en gros, c'est la période ce qu'on a dit instrumentale, où on a des thermomètres étalonnés, dans lesquels on a des mesures directes, donc avec des variations, ici, interannuelles, on a déjà vu, et puis depuis les années 80-70, un réchauffement. Donc les deux questions qu'on va se poser, qui correspondent à détection et attribution, d'abord, est-ce que c'est significatif? Est-ce que statistiquement on peut distinguer cette période de tout ce qui s'est passé avant? Ça va être la détection, est-ce qu'il y a vraiment un changement? Et le deuxième, c'est quelle va être son origine? À quoi est-ce qu'on peut l'attribuer? Donc c'est évidemment, depuis qu'on parle de réchauffement climatique, ces deux questions ont été à l'origine d'un nombre de travaux conséquents. Et si aujourd'hui on en arrive aux conclusions, c'est que toutes les explications qu'on a pu trouver pour répondre à la question est-ce que c'est significatif? Oui, c'est significatif au niveau global, je vais y revenir. Et l'origine, est-ce que c'est l'origine anthropique? Ont répondu à la positive, on n'a pas trouvé de contre-exemple. Ou d'autres explications. Alors vous voyez qu'il y a une inhomogénéité spatiale, même si c'est un peu plus réchauffé dans le sud de la France, donc ça fait à peu près 1 degré en un siècle. Donc ça, c'est la France. Comme on va voir, on ne peut pas se baser juste sur des stations ou des réseaux régionales, même locales encore moins. Donc voici ici, donc ça c'est tiré du dernier rapport du GIEC, l'évolution des températures depuis 1850, c'est la période instrumentale, donc on trouve la même courbe au niveau global, et cette fois-ci, donc on a discerné, donc on a détecté un réchauffement à partir des années 70, et bon, vous avez tous déjà vu ça, 10 records de température autour des 12 dernières années qui sont ici. Ça, c'est le niveau de la mer dont a parlé Annie. Et ici, la couverture de neige dans l'hémisphère nord, où on voit aussi une diminution qui est significative. Alors, comme je disais, ce n'est pas juste quelques points. Voici le réseau d'observation qui a servi à faire ces courbes globales. Donc, vous voyez qu'il est assez dense, il est assez bien réparti sur les continents. Bien sûr, il y en a moins sur les océans. L'autre aspect, c'est que ce réchauffement global n'est pas uniforme. Ce réchauffement est plus fort dans les plus hautes latitudes. Vous voyez ici, il va être amorti au niveau des océans. On l'a vu, l'océan a une capacité thermique importante, donc il va amortir ce réchauffement, plus que les continents qui ont assez peu d'inertie. Et ensuite, on a cherché à voir quels étaient les différents facteurs qui pouvaient expliquer ce réchauffement. Donc ça, Édouard en a déjà parlé tout à l'heure. Donc les trois façons, trois forçages externes, on va appeler ça au climat, c'est le volcanisme d'abord. Quand il y a une éruption volcanique, il y a des cendres, on a entendu parler récemment, ça empêche le rayonnement d'arriver, donc il y a un refroidissement qui se passe. Donc ici, ça c'est depuis 1000 ans à peu près, donc il y a un certain nombre d'éruptions qu'il y a eu depuis 1000 ans. On voit que l'ordre de grandeur, ça va durer 5 à 10 ans pour les plus grosses, de 1 watt par mètre carré. Ensuite, il y a l'activité solaire, l'irradiance, donc ça on la connaît, donc des oscillations aussi à peu près de 0,5 watts par mètre carré. Et puis il y a les effets anthropiques,
Donc que ce soit les rejets, l'effet de serre additionnel, mais aussi les sols ou les modifications d'usage des sols ou les aérosols. Et là, on voit donc une augmentation exponentielle, c'est-à-dire qu'on explique assez bien par les activités humaines, on atteint à peu près 2 watts par mètre carré. Alors, ce qu'on a fait, on s'est dit, bon, on a ces différents forçages qui ont certes leurs incertitudes, leur barre d'erreur. On va simuler la température globale en prenant partie ou tout de ces forçages. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la part d'attribution. Donc voici ici la courbe observée en noir. Voici ici un ensemble de simulations où on n'a mis que les facteurs naturels, c'est-à-dire le volcanisme et les variations solaires. Et on voit qu'on ne peut pas reproduire. Alors jusque dans les années 70, bon, ça suit pas mal. Mais après, on ne peut pas reproduire cette augmentation. On ne peut la reproduire que quand on ajoute les facteurs anthropiques. Donc ça a été une preuve additionnelle. Mais comme aussi le rappelait Édouard, c'est pas de la rocket science, comme dirait. On s'y attendait, puisque Arrhenius, déjà en 19e, avait dit simplement, bah oui, si on augmente les gaz à effet de serre, la température va se réchauffer. Donc là, par contre, d'arriver à le reproduire avec des modèles d'une telle complexité, ça ne fait que rajouter de l'eau au moulin. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ce ne sont pas, le signal est aussi régional. On retrouve cette différence plus ou moins marquée au niveau des différents continents et aussi au niveau soit des surfaces continentales globales, soit de l'océan global. On a vraiment besoin. Alors maintenant, j'en arrive aux projections climatiques. Alors, tout d'abord, il y a souvent un certain nombre de confusions entre prévision et projection. Donc, juste pour vous rappeler que les prévisions, il y a la notion de déterminisme. Ça veut dire, par exemple, la météorologie qu'il va y avoir demain ou dans les jours qui viennent. Ça va être les courants de la semaine prochaine, hein, comme je vous montrais tout à l'heure. Alors que dans une projection, on va parler plutôt de probabilité d'occurrence en fonction d'un scénario donné. Donc c'est deux choses différentes. Et au niveau climat, aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la projection et pas dans le monde de la prévision. Alors, il y a des échelles de temps intermédiaires qui vont être le saisonnier et le décennal, où on va avoir un petit peu des deux. Je reviendrai tout à l'heure. Mais là, je parle de projection. Donc, ce ne sont pas des prévisions. Donc, c'est un effort, donc ces projections climatiques, c'était assez rapidement un effort international qui a été coordonné par l'ONU, dans le programme mondial des recherches sur le climat, hein, le World Climate Research Program, à travers un projet d'intercomparaison de modèles, donc qui s'appelle CMIP, Coupled Model, donc coupled en couple sans l'atmosphère, hein, c'est l'origine de ces mots, mais aussi d'autres composantes, Intercomparison Project. Et donc, il y a une vingtaine de groupes au niveau mondial qui ont la capacité de développer ces modèles. Donc, on en a 2 en France. Donc, c'est une entreprise colossale, puisque chacun de ces codes, que sur le sol atmosphère, c'est plusieurs centaines de milliers, voire le million de lignes de code informatique. C'est des dizaines d'années d'investissement d'ingénieurs, de chercheurs. Donc, tu tournes sur des gros calculateurs. Donc, on a besoin d'équipes de plusieurs dizaines de personnes pour développer et mettre en branle. Donc, il n'y a pas beaucoup de groupes qui peuvent faire ça. Et donc, ces modèles qui sont utilisés par le GIEC pour faire une synthèse des connaissances. Donc, un mot rapide sur le GIEC, puisqu'on s'est remis au travail récemment. Donc, c'est 4 ans de travail, 600 auteurs, 3 tomes de 2000 pages. Mais le plus important, c'est vraiment une synthèse des connaissances. Il n'y a pas de nouvelle science qui est faite dans le GIEC. C'est vraiment l'état de l'art des connaissances. Donc, ces modèles, tout le monde sont réalisés, on va les comparer. Il y a un certain nombre de papiers scientifiques qui ont été écrits avec les résultats de ces modèles, et c'est l'évaluation, le résumé de ces papiers qui est fourni ensuite dans le rapport du GIEC. Alors, comment on fait ces scénarios ? Eh bien, d'abord, les économistes vont nous fournir des scénarios d'émissions de carbone, en fonction, on en a parlé tout à l'heure, hein, des fonctions le business as usual, donc on continue et on imagine qu'on a des réserves infinies de pétrole et de charbon. D'autres où on va stabiliser en 2150, d'autres on va stabiliser avant, etc. Donc on a plusieurs scénarios et qui correspondent à une concentration de carbone dans l'atmosphère ou des émissions, et c'est ça qu'on va mettre en entrée de nos modèles. Et c'est le seul forçage qu'on va mettre pour ensuite les faire avancer dans le futur et réaliser ces scénarios. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que donc, voilà ici la température globale reproduite donc, pour le XXe siècle. Donc vous avez les observations ici en noir et en grisé, c'est l'ensemble des modèles. Donc on y arrive pas mal pour le passé. Et suivant les différents scénarios pour le futur, un réchauffement. Alors ça c'est pas un scénario, puisque c'est si demain on arrêtait de relâcher
du CO2, hein, donc c'est assez peu probable. Donc, entre les différents scénarios, on a une fourchette qui va de 1,5 à 5 degrés, donc suivant les scénarios, suivant les modèles. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que en fait, c'est la physique et la dynamique des modèles de climat qui vont répondre à ce forçage. Il n'y a pas une variable qui s'appelle température globale, une variable qui s'appelle surface de la mer. C'est la représentation de l'ensemble de ces courants, de l'ensemble de ces échanges thermodynamiques qui arrivent à reproduire ce qu'on a observé et se projettent dans le futur. Alors évidemment, c'est pas un réchauffement uniforme, on l'a vu. Donc voilà ce que prévoient les différents scénarios à l'horizon 2100. Donc on voit l'amplification polaire, hein. Clairement on attend un chauffage, on le voit déjà, ce que je vous montrais déjà, il est déjà plus fort aux plus hautes latitudes, les océans se réchauffent moins vite, et ici ce qui est important c'est de regarder aussi cette notion probabiliste, ça veut dire qu'on ne va pas dire il fera 3,5 degrés de moins, c'est que ça va être le milieu d'une gaussienne, hein. On va parler d'incertitude, c'est une vision probabiliste qu'on va fournir. Alors, je vais revenir sur sur ce transparent, sur cette courbe que Herlé a déjà montrée, qui est l'évolution de la circulation thermohaline, alors jusque en l'an 2000, et puis après, où on voit une diminution légère de ces différents modèles, avec ici les observations. On voit effectivement que les modèles ont des biais importants, mais si on se met en termes d'anomalies par rapport à leur climatologie, ce qui reproduisent de la réalité, on voit effectivement une décroissance lente. Alors, j'ai mis derrière, vous avez peut-être vu ce film qui s'appelle j'ai oublié le nom, Le jour d'après. Le jour d'après, c'est ça, voilà, merci. Où donc je crois que c'est un morceau de glace qui tombe dans l'Antarctique et une semaine après, il y a des alarmes de salinité dans l'Atlantique Nord qui se déclenchent, alors qu'il faut à peu près, on va dire 50 à 70 ans pour que ça puisse aller jusqu'au nord, et qui arrête la circulation thermohaline et qui engendre en l'espace de quelques heures, quelques jours, une glaciation terrible de tout l'hémisphère nord, et donc on va essayer la Tour Eiffel. Alors, non mais vous rigolez, mais bon, c'est... Bon, ce que je voudrais juste dire, c'est que ce qu'on sait des modèles, bon déjà ce scénario est fort peu probable, il est clair que si la circulation thermohaline se ralentit, on va avoir un refroidissement, effectivement en Europe, puisqu'on a vu que la circulation, le Gulf Stream apporte de la chaleur, hein, la dérive nord-atlantique ira moins loin, elle relâchera moins de chaleur, mais on va parler de quelques dixièmes de degrés de refroidissement face à un réchauffement attendu, si on ne fait rien, de plusieurs degrés. Donc c'est de l'ordre de 10%. Voilà, donc il y a peu de risques qu'on se retrouve dans cette situation. Alors, maintenant sur la banquise arctique, alors ce transparent n'est pas au bon endroit, il aurait dû être dans l'attribution. Enfin, bon, il est associé à l'autre. Donc ici, vous avez les observations de banquise l'été, en 1980 et en 2007. Vous voyez qu'il y a un gros bout qui a été grignoté. Alors on peut se dire variation naturelle du système. C'est vrai qu'on manque de recul, d'observations fiables dans ces régions. Mais ce qui est assez troublant, c'est que si on met ici sur une figure, vous avez l'étendue de la glace en été, je crois que c'est ça, en été dans le nord. Voici ici ce que donne la moyenne des modèles qui sont utilisés pour le dernier rapport du GIEC. Donc ici on est en l'an 2000. Il montre effectivement une diminution. Et en rouge, vous avez les observations. Et les observations baissent beaucoup plus rapidement que même l'ensemble des modèles. On est sorti de l'incertitude des modèles. Et alors, ça nous inquiète un peu parce qu'on sait que le Nord est une région à seuil climatique important, où on peut avoir des rétroactions très rapides qui se passent. La glace de mer fond, l'océan se réchauffe, la glace de mer fond encore plus vite, l'océan se réchauffe encore plus vite. Et donc, on sait aussi que c'est des régions comme on manque d'observation qu'on représente mal dans nos modèles. Donc, est-ce qu'on a été trop conservatif dans notre estimation de la fonte de glace? Donc ça, c'est une vraie question ouverte aujourd'hui, sur laquelle on essaye d'apporter des éléments de réponse. On va revenir en France pour essayer de regarder un été au XXe, au XXIe siècle. Donc ici, vous avez en carré jaune les températures moyennes observées en été en France, donc ici jusqu'en l'an 2003, et un des scénarios climatiques, le A1B, donc on voit un réchauffement. Et si on se passe à l'horizon 2080, on voit qu'on a un réchauffement de 4 degrés au niveau global. Donc ça, on va se dire chouette.
4 degrés en plus, moi j'achète. Là, on a depuis quelques mois une anomalie de 3-4 degrés, vous avez tous vu, on est très content. Sauf qu'une moyenne climatique de 4 degrés, vous vous rappelez peut-être de l'été 2003, qui effectivement en moyenne était 4 degrés plus chaud. Donc au niveau climat, on est content. Par contre, au niveau météo, on a des vagues de chaleur et des 40 degrés. Donc il faut, quand on parle de moyenne, se dire quelques degrés, c'est pas grave. Cette fois-ci, repartir du climat et revenir à la météo, à la météorologie, pour se dire que c'est l'occurrence des événements extrêmes qui risquent d'augmenter. Vous voyez que, encore une fois, si on ne fait rien, à l'horizon 2080, l'été 2003 sera un été tout à fait normal. Donc, pour conclure la part des scénarios, je veux dire on a un certain nombre de certitudes, on a des incertitudes. La certitude, en science, ça se construit sur le consensus scientifique. Aujourd'hui, il est clair que les activités humaines ont modifié le climat global. Par contre, on a encore de nombreuses incertitudes sur l'ampleur, on l'a vu, sur les effets régionaux. Aujourd'hui, on sait dire très peu de choses au niveau régional, alors c'est pourtant ça qu'il va falloir, qui intéresse la société, et les risques de changement rapide. Alors on a dit, a priori, la circulation thermohaline ne va pas s'arrêter brutalement. Si la banquise arctique disparaît dans 10 ans, là on en rentre dans un monde qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a pas d'observation, qu'on connaît mal. Donc ici, je vous illustre l'origine de différentes incertitudes des scénarios climatiques sur ces travaux de Hawkins et Sutton, qui sont la température sur les îles britanniques. Donc ici, observé en trait noir jusqu'en l'an 2000, la moyenne des modèles ici, donc on est autour, c'est pas mal, et le prisme des projections jusqu'en 2100. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, le travail très intéressant qu'ils ont fait, c'est de voir quelles étaient les sources d'incertitude qui expliquaient en gros cette grosse incertitude en fonction du temps. Alors ce qu'on se rend compte, c'est à l'horizon de 2100, la moitié de l'incertitude, qui est le vert, vient du scénario. C'est en gros des choix de société qu'on va faire. Donc ça c'est un message qui est quand même assez important, c'est qu'il y a une incertitude, mais la moitié, elle vient vraiment des choix. Est-ce que Copenhague bis marchera ou pas, etc. Et l'autre moitié va venir de la variabilité interne, qui est cette courbe orange. La variabilité interne, c'est les variations naturelles du climat, ça va être El Niño, l'oscillation nord-atlantique, etc., des variations décennales ou plus long. Et la part bleue, qui est encore importante, ce sont des incertitudes qui viennent des limites des modèles, de leurs erreurs, de l'incertitude. Alors, nous, en tant que scientifiques, on va s'occuper on travaille à s'occuper du orange et du bleu, mais sur le vert, là, à part avoir tiré la sonnette d'alarme, on ne peut pas faire grand-chose. Donc j'arrive au résumé. Donc je pense que les exposés précédents, plus celui-là, vous ont convaincu que l'océan, c'est à la fois le gardien des équilibres et un acteur de la variabilité lente du climat. La modélisation de l'océan dans le contexte du climat a fait des progrès fulgurants, qui certes ont été aidés par la puissance des supercalculateurs, mais aussi des progrès théoriques très importants, des progrès d'expérimentation et des collègues d'observation. Des collègues d'observation, on a maintenant des séries qui deviennent de plus en plus longues. Plus on attend, plus on a des séries intéressantes. C'est une science qui est très pluridisciplinaire, qui fait appel à de très nombreuses disciplines. C'est vraiment, on le voit aujourd'hui par la diversité des intervenants. Vous prenez la même chose dans l'atmosphère, dans la surface continentale, dans la chimie atmosphérique, etc. Et donc c'est une composante fondamentale pour anticiper les variations l'évolution du climat. Alors les enjeux de recherche qu'on a un certain nombre donc à voir pour le futur, c'est vraiment la modélisation du système Terre. Donc on commence à la faire, on a des premiers succès, mais je pense que c'est un des défis scientifiques majeurs, sinon le défi scientifique majeur du XXIe siècle. Et les programmes qu'il va falloir lancer, sans doute, doivent être du même ordre que le projet Manhattan qui a permis de construire l'âme atomique, Apollo qui a permis d'envoyer une fusée sur la Lune, ou le génome humain. On est, en termes d'impact sociétal, au même niveau, et il nous reste à nous organiser pour atteindre ce niveau. Évidemment, pour cela, il y a besoin d'avancer la connaissance scientifique. On l'a vu dans les différents exposés, on manque, il y a encore de nombreux domaines de l'océan, du climat qu'on ne connaît pas, qu'on connaît mal, donc il faut l'avancer au niveau aussi bien théorique qu'observation expérimentale. Il y a des questions sociétales qui arrivent aujourd'hui, on ne sait pas y répondre, qui sont la régionalisation du changement climatique, la prévisibilité saisonnière
à décennale. On a vu au niveau expérimental dans la prévision saisonnière, mais Niño, on ne sait pas l'anticiper quelques mois à l'avance. Or, pour qu'il y ait un véritable impact sociétal, il faudrait qu'on puisse le prévoir 1 an à l'avance. Le décennal, c'est un véritable défi, donc on a vu pour de nombreuses applications. Et du coup, les deux enjeux et défis qui viennent avec ces précédents, c'est d'abord, on est une communauté très, très pluridisciplinaire. Alors, c'est une richesse, mais c'est aussi un véritable défi de mettre tout le monde ensemble et de coordonner ces expertises. Si on prend ça comme pointe de la fusée, il y a l'ensemble de la fusée qui s'appuie sur une base très large, et faisant partie de la fusée, les infrastructures de recherche. Donc, dans ces infrastructures de recherche, la modélisation est évidemment clé, elle n'est pas la seule, les satellites, les réseaux d'observation sont absolument indispensables. Et en fait, de plus en plus de gens pensent qu'on est arrivé à un moment où il faut qu'on ait une approche beaucoup plus coordonnée de la modélisation du système Terre, d'avoir un Airbus climatique ou un CERN climatique, de ce genre d'infrastructure à ce niveau d'intégration pour relever les défis que nous pose de passer en gros, d'avoir répondu à une question assez simple. Oui, on augmente le CO2 dans l'atmosphère, ça se réchauffe. Mais la vraie question, la question compliquée, c'est quels impacts locaux, à quelle échéance. Et pour ça, on a besoin vraiment de changer d'échelle. Et alors, je vous invite, pour en savoir plus, à aller voir un livre qui est sorti hier, qui s'appelle Le climat à découvert, aux éditions du CNRS, qui est en fait un livre de vulgarisation sur les outils et les méthodes en recherche climatique, donc qui reprendront un certain nombre des présentations d'aujourd'hui. Merci de votre attention.